Les budgets de publicité mobile des distributeurs pourraient bien être multipliés par 5 ou 10 dans un futur proche, sous l'impulsion du WePub et la disparition du prospectus. Finalement, ce bon vieux catalogue papier ne survivra pas au digital. La publicité mobile est déjà un géant de la pub et son développement ne fait que commencer. Thomas Fagot, fondateur de Mob Success, pionnier de l'app marketing, prodigue ses conseils aux distributeurs soucieux de ne pas rater le coche de ce nouveau boom du digital à base de Drive to Store. Bonjour, vous êtes bien sur les podcasts de Visionary Marketing. Le sujet du jour, publicité mobile, des budgets pour les retailers multipliés par 5 ou 10. Ce podcast est réalisé en partenariat avec Écran Mobile pour le compte de Mob Success, fournisseur de solutions Drive to Mobile et Drive to Store. Nous avons rédigé ce billet avec notre objectif habituel d'indépendance et d'authenticité. Selon l'Observatoire de la publicité Internet, le marché dépasse tout juste les 6 milliards d'euros en 2020, dont près de 3,7 milliards pour la publicité mobile. On parle beaucoup de la publicité digitale et finalement, on ne se rend pas compte qu'on l'utilise principalement par le mobile. En effet, selon Jérôme Bouteiller d'Écran Mobile, la publicité mobile réalise plus de chiffre d'affaires que la télévision. Je le cite, « Le mobile est devenu le premier écran digital devant l'ordinateur, mais également devant le téléviseur dont le chiffre d'affaires 2020 ne devrait pas dépasser les 3 milliards d'euros. » Au vu de l'importance de ce marché, les distributeurs ne peuvent passer à côté de cette formidable opportunité de Drive to Store qu'offre le mobile. Et pour les aider, j'ai demandé à Thomas Fagot de Mob Success de nous livrer ses conseils. Voici un bref résumé de ses recommandations que vous retrouverez in extenso dans l'interview que je mettrai juste à la fin de cette introduction. Conseil numéro 1, bien mesurer ce qu'on attend d'une campagne Drive to Store. La mesure d'impact est le thermomètre d'une campagne. De cette mesure, en dépendra le bilan final, c'est-à-dire les critères sur lesquels on se basera pour définir son succès ou son échec. 2 mécanismes existent pour mesurer l'impact des campagnes Drive to Store par le mobile. Premièrement, la mesure grâce aux données GPS, l'exposition publicitaire et les personnes qui se sont rendues en magasin suite à cette exposition. Un autre élément, un peu plus poussé, très utilisé aujourd'hui, nous dit Thomas, appelé le GeoLift. Il permet de créer des bassins de magasins actifs en publicité avec une mesure d'incrément de chiffre d'affaires dans les magasins qui ont participé à une opération d'activation multilocale. Conseil numéro 2, tenir compte de 2 éléments majeurs en amont de la campagne. 2 éléments forts sont à considérer en amont de la campagne selon Thomas. Premièrement, la publicité en elle-même. La création publicitaire doit être la plus locale possible, souligne-t-il. On utilise beaucoup la DCO, Dynamic Creative Optimization, qui permet d'afficher le nom du magasin le plus proche, ou des produits liés au stock du magasin par rapport à son stock temps réel. Cette publicité s'adresse véritablement au local. Les gens se sentent plus concernés par ce type de message que par des publicités généralistes et nationales. Deuxièmement, le ciblage géographique. Historiquement, les marques ont beaucoup utilisé le radius, qui consiste à tracer un cercle autour d'un point de vente, plus ou moins élargi, selon la zone de communication. De vrais actes d'optimisation sont à réaliser, selon lui, pour des ciblages plus précis basés sur le code postal, par exemple, voire du multi-radius, plusieurs points qui épousent une zone de chalandise, ceci afin d'éviter une déperdition forte d'achats médias qui pourraient aller dans des zones qui ne concernent pas le bassin de consommation du point de vente. Conseil numéro 3, remettre en question les KPI traditionnels. Une mesure historiquement utilisée pour analyser les campagnes digitales était le coût par clic, nous dit-il, click-through rate en anglais. Ce CTR, ou click-through rate, ne présente pas le même intérêt pour des campagnes multilocales, nous dit-il. Le but d'une publicité locale, en effet, est en premier lieu d'informer d'une offre en cours dans son magasin le plus proche. Le clic devient presque facultatif, sauf si on veut en savoir plus. Un bon message et une bonne créa permettent déjà de dire l'essentiel dès l'exposition publicitaire. Les annonceurs doivent donc s'intéresser aux nouveaux KPI à regarder lorsqu'on est dans le cas d'une campagne multilocale. Ainsi, la mesure en point de vente est essentielle.
Quel futur donc pour la publicité mobile? Va-t-elle remplacer complètement les prospectus? Depuis ces 3 dernières années, nous dit Thomas, la publicité mobile est passée chez les annonceurs d'une petite ligne de budget à un enjeu essentiel. De plus en plus de budgets offline, nous dit-il, que ce soit ceux alloués au prospectus ou à la radio locale, se transfèrent vers l'écosystème digital. La publicité mobile prendra donc une importance croissante pour les retailers, nous dit Thomas, dans les années à venir. Les budgets vont être multipliés par 5, voire par 10. Voilà des perspectives réjouissantes pour la publicité mobile. Nous sommes définitivement bien loin des débuts laborieux de cette discipline, il y a à peine 10 ans. Je vous laisse maintenant en compagnie de Thomas Fagot de Mob Success, qui vous donnera tous les détails sur ses conseils pour bien réussir son Drive to Store avec la publicité mobile. Bien, je suis avec Thomas Fagot. Bonjour Thomas, tu es fondateur de Mob Success, qui est un pionnier de l'app marketing. Alors j'ai cru comprendre que ta carrière dans le mobile avait commencé par le hacking de l'App Store. Le hacking de l'App Store, je ne sais pas, en tout cas par une des premières solutions pour faire connaître les applications mobiles. C'était en 2009. L'App Store venait de sortir depuis quelques mois et finalement, il était très compliqué d'exister sur cet App Store, avec comme seule source de visibilité finalement les classements, les fameux rankings. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée de créer une communauté de testeurs qui s'appelait appvip.com. Et donc les utilisateurs étaient rémunérés, gratifiés pour tester des applications mobiles. Donc les annonceurs payaient la présence sur le site pour ensuite récolter des avis. Et ça a généré un gros gain de visibilité et sur notre site, et grâce à l'effet de levier de téléchargement également sur les classements. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à toucher du doigt le monde du marketing et avoir une bonne connaissance de tout cet écosystème applicatif. Voilà, et en 2015, avec ton associé, tu as créé Mob Success, alors qui est arrivé presque accidentellement dans l'app marketing. Moi, je suis arrivé accidentellement dans l'app marketing en 2009. Mob Success est arrivé accidentellement dans le domaine du Drive to Store. Pour le coup, au départ, nous avons créé un SOC techno qui était un DSP pour faire de l'achat programmatique d'espaces publicitaires sur les applications mobiles. Dans un premier temps, à destination des applications mobiles principalement, et dans un second temps, par opportunité, à destination des points de vente. Donc, ça a été la deuxième vie de Mob Success qui a démarré en 2018. Alors donc, on va, avant de plonger dans le Drive to Store par la publicité mobile, la publicité mobile en elle-même est un marché absolument gigantesque. Moi, j'étais très surpris en préparant cette interview de voir les chiffres qui sont en plus déjà anciens, de 2020 sur eMarketer, qui montraient la publicité à 113 milliards de dollars aux États-Unis contre 70 milliards à peu près pour la télé, donc presque double. C'est absolument gigantesque. Clairement, après, elle suit la courbe de progression d'usage des smartphones, mais aussi la courbe de progression des investissements sur le digital, comme la publicité digitale est désormais presque par défaut sur mobile. En fait, le mobile bénéficie de cet effet-là. Et pourtant, finalement, on en parle relativement peu, cette publicité mobile. On parle beaucoup de la publicité digitale, en fait. J'ai l'impression que c'est vraiment, on le prend par ce prisme-là. Et finalement, on se rend pas compte aujourd'hui, mais on consomme principalement le web. Enfin, on se rend pas compte. En tout cas, c'est devenu ancré dans les usages. On l'utilise principalement par le mobile, donc c'est à mon avis l'explication. Donc justement, en parlant du mobile, qui parle de mobile parle de publicité locale et notamment du Drive to Store, donc emmener des gens dans les magasins au travers, ou dans les points de vente au travers du mobile et de la publicité mobile. Alors, est-ce que tu as des exemples pratiques de choses qu'on peut faire avec ce Drive to Store sur la publicité mobile? Effectivement, en fait, l'élément différenciant du smartphone et de la publicité mobile, c'est qu'il nous suit partout. Et comme il nous suit partout, il est personnel, donc on peut assez facilement, en tout cas, deviner ou identifier la position géographique des mobinotes. Ce qui nous permet ensuite de faire de cibler la communication en local, dans des zones de chalandise bien définies. Et ce smartphone, il peut aussi nous servir à mesurer l'impact, comme il vous suit potentiellement dans le point de vente de l'annonceur.
grâce à des systèmes de réconciliation, nous sommes capables, sur un échantillon de la population, de mesurer l'impact de ces campagnes, des personnes qui ont été précédemment exposées à la pub. Donc c'est vraiment tous les bénéfices aujourd'hui de la publicité mobile, c'est que c'est finalement un média qui est plus avec un niveau de ciblage plus précis que les médias traditionnels, mais également plus mesurable par défaut. Et c'est comme ça qu'on accompagne beaucoup les annonceurs aujourd'hui. Alors, il y a quelques années, à peu près 7-8 ans, on parlait beaucoup des beacons, c'était l'avenir du futur. Finalement, plus tant que ça aujourd'hui. Alors, il y a encore des sociétés qui s'appuient dessus. Je pense à Kairos en France, qui fait de la mesure via du beacon pareil, sur un échantillon de la population. Beacon, c'est un hardware hyper prometteur, relativement précis, et qui pouvait laisser place à tout un champ de possibilités. Finalement, entre-temps, il y a eu plusieurs effets. C'est qu'il y a eu la privacy by Apple qui a été de plus en plus contraignante, ce qui fait que pour détecter ce fameux beacon, il fallait des niveaux d'acceptation forts de l'utilisateur, pas nécessairement en background de l'application. Et puis, il y a eu aussi l'ère RGPD qui fait que ça a fini un peu on va dire de casser le modèle, qui laissait entendre au début qu'on saurait à peu près mesurer, détecter une grosse partie de la population, et finalement aujourd'hui ça se réduit à un tout petit échantillon. Donc je pense que c'est pour la principale explication, mais c'était par contre un bon hardware et ça laissait place à de belles perspectives. Et je retrouve des vieux articles aussi sur Visionary Marketing. En 2016, Facebook annonçait également des solutions pour les magasins, permettre le micro-ciblage géolocalisé. Finalement, ça a donné quoi tout ça? Facebook est encore un média fort sur ces sujets, qui permet de faire du ciblage géographique basé sur les lieux de résidence ou les lieux de passage de leurs utilisateurs. Donc c'est également un média de proximité finalement, parce qu'on a un réseau d'amis qui est souvent très lié à notre lieu de vie. Donc ils sont encore très présents sur ces sujets. Après, ils ont adressé dans le même temps l'omnicanalité, leur ont investi aussi bien pour le e-commerce que pour le point de vente. Donc ils ont récemment, c'était l'année dernière, supprimé l'objectif, enfin en tout cas la possibilité de mesurer les visites en point de vente. Mais ils sont quand même encore très présents sur ces sujets, et également sur les sujets prospectus, catalogue, dont on parlera certainement par la suite. Voilà une excellente transition, parce que on n'a jamais autant parlé de la disparition des prospectus et même des expérimentations en cours avec des labels WePub pour remplacer le Stop Pub. Donc est-ce que la publicité mobile pourrait se substituer à d'autres formats de communication locale, dont le prospectus? En tout cas, aujourd'hui, les retailers n'ont pas nécessairement le choix que de tester, d'effectuer cette transition et de trouver des nouveaux moyens de faire venir des gens dans leur point de vente. Il y a deux raisons. Il y a effectivement le WePub et le Stop Pub qui menace en tout cas la pérennité du prospectus. Mais il y a aussi un changement des usages qui fait que les nouveaux consommateurs sont plus forcément friands de ces prospectus. Donc, et le digital est assez naturellement un élément de réponse à ça, parce que finalement, le prospectus avait beaucoup d'éléments proches d'une campagne mobile, avec un ciblage géographique, en France en tout cas à l'IRIS, avec une définition d'une zone de communication. Il avait une cadence de distribution relativement élevée, avec pour certains retailers quasiment un prospectus par semaine, voire toutes les 2 semaines. Et c'était le levier de trafic numéro 1, en tout cas quasiment de toutes les enseignes de grande distribution. Donc aujourd'hui, le mobile, c'est assez bien, en tout cas, respecter ce cadre de diffusion. Souvent, d'ailleurs, on l'étend. C'est-à-dire lorsqu'on fait des campagnes de transition prospectus, on a plutôt tendance à élargir la zone de communication, parce que le média digital se retrouve être moins cher en termes de coût par couverture. Mais effectivement, nous n'avons pas encore l'ultime solution en tout cas, il y a encore beaucoup de tests qui sont faits de transition pour que le digital prenne le pas sur le prospectus, d'autant plus sur les populations un petit peu plus âgées, qui sont encore moins présentes et qui sont a priori celles qui utilisent encore le plus le prospectus. Donc c'est aussi cette évolution naturelle qu'il va falloir poursuivre. Juste une petite question peut-être un peu plus technique, c'est comment fait-on pour cibler localement les personnes au travers du mobile? On utilise
pas les beacons, puisqu'on en a parlé. On utilise quoi alors les réseaux des opérateurs? Il y a deux niveaux de ciblage. Il y a le ciblage le plus précis qui est vraiment la donnée GPS, où nous fournissent les SDK d'application, donc les kits de développement d'application qui permettent d'obtenir une donnée GPS plus ou moins fraîche. Elle n'est pas forcément de temps réel, mais en tout cas, on peut reconstruire un parcours d'un utilisateur. À condition qu'il ait activé sa géolocalisation, bien sûr. Sa géolocalisation et qu'il est consenti à la partager à des fins publicitaires. Donc il y a un niveau de partage côté application et également un consentement auprès du CMP. À partir du moment où on a ça, on peut effectivement le cibler. L'autre niveau de ciblage qui peut être également possible, c'est du GeoIP, mais uniquement sur les personnes qui sont connectées en Wi-Fi et pas en cellulaire. Parce que le cellulaire a le défaut d'être beaucoup moins précis en termes de ciblage géographique. Troisième solution, c'est la donnée loguée. C'est-à-dire qu'on peut également avoir à disposition un lieu de résidence d'un utilisateur qu'on identifie, qui nous permet également de se dire, parce que c'est aussi ce qui est important dans le ciblage géographique, c'est pas forcément la présence temps réel à un endroit précis, c'est aussi son lieu de vie ou son lieu de résidence. Et donc, on a aussi accès à de la donnée loguée qui nous permet de connaître les lieux de résidence des mobinotes et de les cibler dans ce cadre-là. Alors, il s'est passé des choses récemment avec l'acceptation, ce qu'on appelle l'ATT, l'App Tracking Transparency, donc la transparence sur le tracking des applications, notamment qui a été mis d'abord en place par Apple. Et donc, ça a changé pas mal le paysage aussi, ça, non? En France, par le fait des hasards, parce que je pense connaître un peu le hasard qui fait qu'on a un taux de consentement plus élevé, finalement, les gens partagent plus que dans certains pays. Je pense même aux États-Unis, il me semble. Ouais. Et je pense que la première explication, c'est déjà, et c'est très bête, c'est le bouton de refus qui est beaucoup moins clair que dans les pays anglo-saxons et beaucoup moins lisible par défaut de traduction. Donc je pense que c'est pour ça que beaucoup plus d'utilisateurs acceptent en France que par ailleurs. Au-delà de ça, effectivement, on n'a plus accès sur une partie des mobinotes à cette IFA. Donc pour rappel, cette IFA, ça a été, on va dire, la suite du DID auparavant. Auparavant, en fait, les smartphones avaient un identifiant unique, mais celui-ci était non renouvelable. Il durait toute la vie du smartphone, c'est-à-dire que même si vous revendiez votre smartphone, une nouvelle personne pouvait avoir cet UDID. Pour des raisons de confidentialité de la part d'Apple, ils ont décidé à l'époque de créer cette IFA qui était en fait un identifiant publicitaire qui était pour le coup renouvelable et qui avait le bénéfice de permettre aux utilisateurs également déjà de le couper dans ses réglages. Ensuite, ils ont franchi le cap de dire on va demander un consentement à chaque ouverture de nouvelle application. Aujourd'hui, l'IFA, on l'utilise pour quoi? On l'utilise pour du ciblage publicitaire grâce à des partenaires d'audience tiers qui nous proposent des segments d'audience et on fait de la réconciliation d'un couple IFA entre un affichage publicitaire et cette donnée. Et donc forcément, tous les utilisateurs pour lesquels on n'a plus accès à cette IFA, on ne sait plus les réidentifier, ou en tout cas enrichir la donnée à disposition. Et l'autre effet aussi que ça a eu pour nous, c'est sur la mesure, parce que ce couple IFA nous permet également de mesurer, en l'occurrence par les mêmes mécanismes, c'est-à-dire qu'on accède à des partenaires qui nous donnent des points de visite dans des points de vente. Et c'est Scoop IFA qui sert aussi, donc tous les utilisateurs qui n'acceptent plus désormais de partager cette IFA, c'est des gens qui sont non mesurables. Ça a moins de conséquences finalement que le ciblage, parce qu'on était déjà sur de l'échantillon, donc c'est plus des redressements de calcul qu'on a dû faire. Mais il faut se préparer effectivement à de moins en moins avoir accès à cette IFA, également dans l'environnement Google. C'est ce que j'allais y arriver, parce que Android ont une stratégie un peu différente. Ils essayent plus d'associer l'écosystème, si j'ai bien compris. Ils vont quand même un peu dans la même direction. Ils vont dans la même direction, effectivement, ce qui laisse de plus en plus de place, en fait, un peu au dernier moyen de réconciliation, qui est l'environnement logué, qui permettra de continuer à identifier, peut-être mieux identifier les utilisateurs, soit les environnements logués dans les écosystèmes GAFA, qui pourront être exploitables uniquement en faisant de la pub dans leur écosystème pub, et également peut-être des environnements logués de gros carrefours d'audience ou de régies publicitaires qui décideront de nous donner accès à leur contenu uniquement aux personnes qui sont inscrites, connectées. Je pense qu'il y aura des initiatives dans ce sens, il y en avait eu par le passé, mais pour le coup, pareil, de la manière que les retailers ont pour intérêt à accélérer sur la transition prospectus, les acteurs de la publicité et les régies et les médias ont intérêt à accélérer sur la transition vers
à mon avis en tout cas, vers des environnements plus logués, qui permettraient de continuer à valoriser les inventaires publicitaires. Bien, donc un monde en transformation. Alors, peut-être pour finir cette interview, est-ce que tu peux nous partager tes conseils sur les écueils à éviter, les conseils à suivre pour réussir dans la publicité mobile dans ce cadre de Drive to Store et quels sont les conseils que tu peux donner aux professionnels? Je pense que le premier élément, c'est de bien mesurer ce qu'on attend d'une campagne Drive to Store. Donc c'est vraiment la mesure d'impact. C'est le thermomètre de la campagne, c'est qu'est-ce qu'on se dira une fois que la campagne est terminée et sur quels critères on se basera pour définir le succès ou l'échec d'une campagne. C'est vrai que bien souvent, lorsqu'on a commencé, on se rendait compte qu'on avait des KPI digitaux qui étaient très bons et par contre le ressenti magasin et ça finalement la mesure d'impact se limitait à un ressenti c'était pas forcément toujours probant. Et donc on s'est dit il est très important de trouver des mécanismes pour mieux mesurer l'impact. Aujourd'hui, on a deux mécanismes pour mesurer l'impact qui sont la mesure grâce à cette donnée GPS, donc l'exposition publicitaire et les personnes qui se sont rendues en magasin suite à cette exposition. Donc ça, c'est un premier élément. Et puis un élément un peu plus poussé aujourd'hui qu'on utilise beaucoup, c'est ce qu'on appelle le géolift, qui permet en fait de créer des bassins de magasins, des grappes de magasins témoins et des grappes de magasins activés en publicité. Et ce qui nous permet en fait de regarder par des indicateurs économiques, là pour le coup, le CA des magasins, le taux de la visite, le taux de transformation, de mesurer un incrément en fait de chiffre d'affaires dans les magasins qui ont participé à une opération d'activation multilocale. Donc ça pour moi c'est vraiment le point de départ, c'est le thermomètre qui soit bien efficace et qui nous permette ensuite, quels que soient les KPI digitaux, de se dire que la campagne était performante ou non. L'autre élément majeur, c'est en amont de la campagne et il va y avoir deux éléments forts, ça va être la publicité en elle-même, la créa publicitaire, la rendre la plus locale possible. Nous aujourd'hui on utilise beaucoup ce qu'on appelle la DCO, donc qui permet d'afficher le nom de magasin le plus proche, également des produits liés au stock du magasin par rapport à son stock temps réel ou voilà. Donc c'est finalement que cette publicité s'adresse vraiment à la localité et que les gens se sentent concernés par cette publicité parce que c'est pas une publicité généraliste nationale, c'est vraiment une publicité qui adresse leur lieu de vie. Donc ça fait partie d'un élément qui me semble assez essentiel. Et le ciblage géographique, c'est vrai que historiquement tout le monde a fait beaucoup de radius. Donc le radius, c'est le fameux cercle autour d'un point de vente plus ou moins élargi selon la zone de communication. Et il y a en fait des vrais axes d'optimisation à faire des ciblages plus précis basés sur l'iris, le code postal, voire du multiradius, donc plusieurs points en fait qui épousent une zone de chalandise, une zone de communication. Et là, en fait, on évite une déperdition forte d'achat média qui pourrait aller en fait dans des zones qui ne concernent pas le bassin de population, le bassin de consommation du point de vente. Donc ça fait partie aussi des expertises qu'on essaye de mettre en avant. Et après, c'est aussi remettre un peu en question les KPI qu'on avait l'habitude de regarder historiquement. C'est vrai que lorsqu'on était en tout digital, pour le digital, on regardait beaucoup le coût par clic ou le volume de clic, le CTR. Finalement, ce clic aujourd'hui dans des campagnes multilocales, on n'y porte pas forcément le même intérêt parce que finalement, le but d'une publicité, c'est d'informer déjà d'une offre en cours dans son magasin le plus proche. Et le clic devient presque facultatif, sauf si on veut en savoir plus. Mais finalement, si on a un bon message, une bonne créa, on a déjà dit l'essentiel dès l'exposition publicitaire. Donc c'est aussi un peu, ça peut paraître très présomptueux, mais un petit peu rééduquer le marché, ou en tout cas les annonceurs, sur quels sont les nouveaux KPI à regarder lorsqu'on est dans le cadre d'une campagne multilocale. Et finalement, la mesure en point de vente est souvent essentielle. Ok, merci pour ces conseils. Est-ce que tu peux nous éclairer sur ta vision du futur dans la publicité mobile? Est-ce que tu vois ce marché continuer à grossir, peut-être même avec la disparition des prospectus, exploser encore plus, quoi?
En tout cas, c'est ce qu'on ressent de notre point de vue. C'est vrai que quand on a commencé, nous, à adresser ce marché, le digital et la publicité mobile étaient finalement une petite ligne de budget chez les annonceurs et qui était un peu pour se rassurer et se dire, bon, on en fait parce qu'il faut y être. On était un peu à la manière de TikTok aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on se dit, c'est le phénomène du moment, il faut mettre une petite ligne de budget, mais finalement, on n'en attend pas grand-chose. Nous, ce qu'on constate depuis ces 3-4 dernières années, c'est que cette petite ligne de budget devient un enjeu essentiel et qu'il y a de plus en plus effectivement de budget offline, que ce soit le prospectus, mais aussi parfois la radio locale ou l'affichage qui arrive dans l'écosystème digital. Et donc oui, on traite encore une petite partie de cet enjeu. Moi, j'évalue selon les annonceurs qu'on accompagne entre peut-être 5 et 15%, peut-être 20% pour les plus en avance du budget marketing qui est alloué au digital dans le cadre de la mise en avant des points de vente. Mais dans les années à venir, et on est déjà briefé pour l'année prochaine dans le cadre du WePub, les budgets se multiplient par 5, voire par 10 pour traiter un enjeu plus massif. Donc oui, effectivement, ça ne fera que caler en accélérant, en tout cas pour la publicité destinée aux retailers. Après, je pense qu'une grosse partie de cet écosystème publicitaire est très représentée aussi par tout ce qui est gaming. Et là, pour le coup, c'est déjà un marché qui est déjà très développé. Donc, je pense que cette partie-là sera moins concernée par les évolutions marché. Eh ben, voilà des perspectives réjouissantes pour la publicité mobile, x5, x10. Merci Thomas et bonne continuation pour Mob Success. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.